Bonjour à tous et à toutes, et donc bienvenue sur ce cours en vidéo qui correspond à la séance 3 du cours pratique de l'analyse, euh, dans lequel vous êtes inscrit donc en licence 2 de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Alors, ce cours-là, ça va être un cours un petit peu introductif. Je vous l'ai déjà annoncé dans les séances en présentiel. Le cours va être orienté par un angle d'approche particulier qui est la façon singulière dont le cinéma raconte des histoires. Le cinéma en tant qu'art du récit et le cinéma en tant que moyen spécifique de raconter des histoires, notamment à travers des procédés de mise en scène et de montage. Donc la question qu'on pose, celle de la façon dont le cinéma raconte des histoires, va bien entendu nous permettre de mettre en place tout un ensemble d'exemples d'analyse qui vont nous permettre d'entrer vraiment à fond dans la spécificité du cinéma en tant que langage et en tant donc que médium raconteur d'histoire. Ça va se faire donc principalement avec des cours en vidéo ce semestre, mais également avec des séances en présentiel durant lesquelles on pourra mettre à profit, dialoguer avec ce que le cours a pu amener, et puis en même temps entendre vos intuitions, vos connaissances, vos réactions par rapport aux extraits présentés en cours. Alors, pour l'instant, ce que je voudrais commencer par faire dans ce petit cours d'introduction, c'est à proposer quelques petits éclaircissements sur certaines grandes notions, notamment quand est-ce qu'on va parler d'histoire, quand est-ce qu'on va parler de récit, quand est-ce qu'on va parler de narration, quand est-ce qu'on va parler de fiction, quand est-ce qu'on va parler de diégèse, etc. Ça va nous permettre d'éclaircir un petit peu les choses à ce niveau-là, et puis d'essayer effectivement de toujours euh, comment dire, employer le bon vocabulaire pour désigner précisément les choses. Mais ce cours va aussi s'écarter assez consciemment de la tradition de la narratologie appliquée au cinéma, dans la mesure où ce qui compte ici, c'est avant tout la spécificité expressive du cinéma et non des règles narratologiques qui pourraient être valables pour tout médium raconteur d'histoire, du cinéma à la littérature, en passant par la bande dessinée, l'opéra, le théâtre, et ainsi de suite. Voilà donc un petit peu l'esprit de ce cours, et je vous propose tout de suite de démarrer par un constat un petit peu général, une observation un petit peu générale, pour ensuite arriver vers le cinéma et vers les films. Ce constat général, c'est le suivant, c'est que nous vivons entourés d'histoires. Nous vivons entourés d'histoires et de récits qui en rendent compte. En effet, des histoires, on nous en raconte tout le temps. Par exemple, on nous en raconte au cinéma, dans les films, bien entendu, on nous en raconte dans les romans de littérature, on nous en raconte dès notre plus jeune âge à travers les histoires qu'on nous lit enfant, que nos parents nous lisent enfant, si on a eu en tout cas la chance d'avoir des parents qui faisaient ça, les fameux contes de fées notamment, ou les comptines, sont des histoires. D'autres productions médiatiques sont également des histoires, comme par exemple tout ce qui relève de l'ordre du journalisme, télévisé ou non. Les spectacles sont, la plupart du temps, racontent des histoires, nos conversations, lorsque nous racontons nos traités à un de nos amis ou lorsque nous racontons notre journée à notre compagne ou compagnon le soir quand nous rentrons, à chaque fois, nous produisons des histoires et nous les organisons par un acte qu'on appelle la mise en récit. Voilà globalement ce qu'on pourrait dire pour démarrer. Donc l'histoire, en fait, ça va désigner un ensemble d'événements qui sont liés entre eux par une logique interne qui peut être une logique notamment temporelle. À tel événement succède tel autre événement, mais ce qui peut être aussi une logique causale
tel événement est la conséquence de tel événement. Un personnage a dit à un autre personnage comment vas-tu, l'autre personnage lui a répondu moi je vais très bien et toi. La réponse du personnage B est une conséquence de la question posée par le personnage A. C'est un exemple très simple, hein. Mais voilà, c'est pour dire que globalement une histoire c'est un ensemble d'événements qui sont reliés entre eux par une logique interne. Et cette logique peut être de toutes sortes. Le récit, c'est l'organisation, la manipulation que l'on fait de ce matériau brut qui est l'ensemble d'événements qu'on a décidé de regrouper pour raconter une histoire. Cette organisation, donc cette mise en récit, elle va passer par un ensemble de choix que l'on fait plus ou moins consciemment lorsqu'on produit donc une histoire, lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'on produit un récit. Des choix par exemple d'ordre temporel, le choix de donner un début à notre histoire et une fin. Des choix d'ordre événementiel, le choix de raconter certaines choses de notre journée, par exemple à notre compagne ou notre compagnon, plutôt que certaines autres, ou lorsqu'on raconte nos vacances à un camarade qu'on retrouve à la rentrée, on va peut-être raconter des événements qu'on juge significatifs, un festival dans lequel on est allé, une histoire d'amour qu'on a vécue, un voyage qu'on a fait, etc. Et à chaque fois, ce qui compte, c'est surtout qu'on a fait une sélection sur ces événements-là. On n'a peut-être pas raconté ce qu'on mangeait le matin au petit déjeuner parce qu'on a jugé que ce n'était pas intéressant, pas suffisant en tout cas pour intégrer l'histoire, même si ça fait partie de ce qu'on a vécu durant cet été. La sélection qu'on opère par le récit et l'organisation du matériau brut de l'histoire, elle va également passer par des ellipses temporelles. On va sauter d'un épisode à l'autre, on ne va pas tout raconter dans la continuité, sinon le récit durerait aussi longtemps que l'histoire racontée, et dans la plupart des cas ce serait un problème. Imaginez par exemple ce qu'on appelle au cinéma le biopic pour les Français, bien entendu, c'est un film qui a pour ambition de raconter l'ensemble de la vie d'un personnage illustre. Pas toujours l'ensemble, parfois un épisode particulier de sa vie ou quelques années de sa vie, etc. Mais évidemment, si le temps de l'histoire et le temps du récit coïncidaient, si on voulait raconter la vie entière d'un personnage qui a vécu 70 ans, il faudrait 70 ans pour le faire, si on voulait tout raconter. Donc évidemment, on sélectionne des événements significatifs. Là d'ailleurs, la grande ambition du biopic, hein, c'est de faire en sorte que ces événements permettent en quelque sorte de donner un aperçu de ce qu'était ce personnage, et c'est une ambition qu'on peut juger à certains moments parfois un petit peu indue, notamment parce que le biopic va parfois un petit peu trop loin dans la systématisation des événements soi-disant significatifs et ayant soi-disant un caractère explicatif, mais bon, je referme la parenthèse. En tout cas, ça pose une question intéressante en termes de narrativité au cinéma, puisque bien évidemment, la vie d'un personnage qui a vécu 70 ans nous est raconté dans un film de 2 heures. Donc le temps de l'histoire, c'est 70 ans. Le temps du récit, c'est 2 heures. C'est le choix qui a été fait dans le film de certains éléments significatifs associés à la vie de ce personnage. Tout un ensemble de choix. Il y a aussi des choix des choix de récit qui sont des choix spatiaux, hein, notamment des choix de focalisation, racontés depuis un certain point de vue. Ça, on va aussi beaucoup en parler au cinéma. Mais pour que ces premières choses soient peut-être un petit peu moins abstraites, je vous propose dès maintenant de passer à certains extraits de films qui vont nous permettre de mettre un petit peu en perspective ce que je viens de vous dire. Donc le premier extrait que l'on va regarder, c'est un extrait du film de Roger Avary, Les lois de l'attraction, un film qui date pas de 2004, je corrige en direct, mais de 2002. Roger Avary, c'est quelqu'un qui a un peu marqué le cinéma des années 90 et 2000, notamment parce qu'il a été le co-scénariste de certains films avec Quentin Tarantino, ou réalisé par Quentin Tarantino, comme par exemple
euh, Pulp Fiction. Il a également réalisé lui-même 2 longs métrages qui sont des films importants, Killing Zoe en 1994 et donc Les Lois de l'attraction en 2002, qui est un film aussi qui va nous intéresser parce qu'il est adapté d'un roman de Bret Easton Ellis. Un roman qui est paru en 1986, sauf erreur, c'est un cas typique en fait d'adaptation où le cinéaste trouve vraiment des solutions de cinéma pour épouser l'esprit du roman, mais pas pour raconter la même chose, parce que au fond, ou en tout cas pas pour se contenter d'illustrer le roman, mais vraiment pour composer une histoire de cinéma avec les moyens spécifiques du cinéma. Et la séquence qu'on va voir, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle renvoie directement à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Nous vivons entourés d'histoires, nous en produisons nous-mêmes, et parfois, ce ne sont pas des histoires médiatiques, hein, ce sont des histoires produites par nos proches. Par exemple, imaginez qu'un de vos camarades revienne d'un été dans lequel il a voyagé, c'était avant le coronavirus. Par exemple, il est américain et puis il a fait ce qui est un peu une tradition chez les jeunes gens d'Amérique du Nord. Il a fait son tour d'Europe durant un été et il le raconte. Donc c'est la scène à laquelle on va assister ici. Et donc on va avoir un mélange entre une voix off qui est directement tirée du roman et puis surtout un montage d'images qui lui est spécifiquement cinématographique. Et on va pouvoir vérifier à quel point le récit d'un été, un été qui en lui-même est une histoire qui a duré peut-être un mois et demi, un long voyage, eh bien, peut être condensé en un petit film de 4 minutes à l'intérieur du long métrage Les Lois de l'attraction. Voici. Hop, excusez-moi. Je vais d'abord enlever le médaillon qui me fait apparaître, sinon il va empiéter sur l'écran. School who was selling hash, but she wasn't in. Met a couple of Brits who would take me to, of all places, Camden Street. I flirted a bit at the Virgin Megastore, bought some CDs, then followed some girls with pink hair. I wandered around trying to get laid until it started to rain, then went back to home house. Ministry of Sound is dead, so I go to Rem Form, but it's game night. I find the one hetero girl in the place where we dry hump on the dance floor. We cabin back to home house. I strip her clothes off, suck her toes, and we fuck. I hung out for 4 or 5 days, met the world's biggest DJ, Paul Oakenfold, kept missing the changing of the guards. Wrote my mom a postcard I never sent. Bought some speed from an Italian junkie who was trying to sell me a stolen bike. Smoked a lot of hash that had too much tobacco in it. Saw the Tate, saw Big Ben, ate a lot of weird English food. It rained a lot, it was expensive, and I'm jonesing, so I split for Amsterdam. The Dutch all know English, so I didn't have to speak any Dutch, which was a relief. I cruised the red light district, visit a sex show, visit a sex museum, smoke a lot of hash. I meet a Dutch TV actress, so we drink absinthe at a bar called Absinthe. The museums were cool, I guess. Lots of Van Goghs and the Vermeers were intense. Wandered around, bought a lot of pastries, ate some intense waffles. We bought some coke and I cruised the red light district until I found some blonde with big tits that reminds me of Flora. I gave her 100 guilders. In the end, she pulled me out and I come between her tits even though I'm wearing a rubber. Afterward, we made small talk about AIDS, her Moroccan pimping herself. I wake to the sound of a wino singing. It's 8 a.m. in hottest places. I pretend to ice skate around Central Station while someone plays the sax. Trade songs with a Kiwi girl that split for Paris by train. Wanted the Champs-Elysees, climbed the Eiffel Tower for only 7 francs because the ticket machine was broken. Got the hang of the metro, took it everywhere. Went to a Ford model party, hooked up with a Romanian model named Karina. She took my cock at the Marriott Champs-Elysees, which is good. We played billiards, went shopping. I think she gave me mono. Drove a Ferrari that belonged to a member of the Saudi royal family. Made out with a Dutch model in front of the Louvre. Saw the Arc de Triomphe and almost became roadkill crossing the street. Oki invites me to Dublin, so I catch an Aer Lingus flight and stay at the Morrison. Dublin knocks like you can't imagine. Oki told us we spit some discs with them. Irish girls are the smallest leprechauns. I swap pickies with a drunk woman after groping my ass and calling me Mr. LA. She stripped for me in the bathroom of the club. Sneak into the Guinness factory and steal some stout so good my dick goes hard. I fly to Barcelona, which is a low rent bus. Too many fat American students, too many lame meat markets. I dropped acid at the Sagrada Familia, which was a trip to say the least. Cruised up the coast to the Museo Galadali, but had no more acid, which sucked. Some girl from Camden calls me in my cell, so I let her listen to the church bells and catechist. Captain Cruz is beautiful, but there are no girls there, just old hippies. So I went to Switzerland, where I ironically couldn't find anyone at the time. Took the Glacier Express up to Schiltern, which is beautiful in a way I can't describe.
drive. We drove past in Italy and ended up in Venice, where I met a hot girl who looks like Rachel Lee Cook and speaks better English than I do. She's living for a year on only $5 a day. We got a little around, bought some math. She thinks I'm a capitalist because my hotel room costs more for one night than she's spending her entire trip. But she doesn't mind it so much when I pay the bills. I ditch her and hook up with a couple who obviously want a threesome. Too much tension there, but the dude was off to drive me to Rome and offer I jump at. Traffic is bad and we're stopped for hours without moving. The wife turns out to be a freak. The guy starts to wig out on me. It's like a Polanski film. We stopped for a while in Florence where I see some big dome. A bomb goes off and I leave the weird company, which is probably for the best. Ended up in Rome, which is big and hot and dirty. It's just like LA but with ruins. I went to the Vatican, which was ridiculously opulent. Stood for 2 hours to get into the Sistine Chapel, which now that it's been cleaned looks fake. I meet 2 underage Italian girls, so I try to talk into fucking each other while I jack off onto them. Bored, I buy them some ice cream instead. My hotel is a gym, so I work out. I bump into some guy from Camden who says he knows me, but I'm sure these are facts, so I use him. I try to fart and instead shit my pants. Back in my hotel room, I masturbate and have pain in my groin. That night I dream about a beautiful girl half in water stretching her lean body. She asked me if I like it, and I told her she can clean fish with it. I don't know what it means, but I wave low vested, masturbate in the shower, and check out. I make my way back to London and hang out at Piccadilly Circus. Halcon. I swap shirts with some upper crusty Cambridge chick. Hers was an Agnes B, mine a Costume National. She acts stuffy and prudish, but is really wild underneath it all. She barely looks at my abs, though she wants to. The next day I drop some acid and get lost in the subway for a full day and can't find my way out. I meet a cute girl and we jack off onto her as long as no cum gets under her Paul Smith coat. We get stoned while listening to Michael Jackson records. The next morning I wake up talking to myself. I have a big bump on my head from flailing in my sleep. I get my stuff and barely make my plane back to the United States. I no longer know who I am, and I feel like a ghost of a total stranger. So then I ended up back here. Dude, I am so there when school is out. I don't even know. No, I do know. And you don't know until you do know. Ok, voilà, donc une séquence particulièrement rapide, particulièrement violente d'un point de vue perceptif aussi, hein, parce qu'il faut s'accrocher pour capter absolument toutes les images, qui est une très très belle illustration de la manière dont on produit un récit en racontant par exemple une histoire beaucoup plus longue, celle d'un voyage entier, et en la condensant à travers la sélection des événements marquants. Ce qui traduit aussi finalement pas mal de choses sur le caractère de ce personnage qui s'appelle Victor, et dont on sent que lorsqu'il fait la synthèse d'un été passé en Europe pour ses camarades, on sent bien qu'il est quand même particulièrement intéressé par certaines choses, notamment le sexe et la drogue, et aussi un petit peu quand même par certains des attraits touristiques des pays visités. Et tout ça semble fonctionner en une espèce de grand manège où les choses se répondent les unes aux autres, où on saute comme avec du coq à l'âne d'une situation à une autre, avec des rencontres qui se font on ne sait trop comment, parce que celui qui produit l'histoire ici, qui est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un narrateur second, puisque c'est un personnage dans le film auquel on donne à un moment donné la fonction de raconter quelque chose, ce narrateur second n'a pas jugé bon de nous donner plus d'explications. Ce qui est intéressant, et ce qui là nous permet aussi d'introduire vraiment une réflexion sur l'acte cinématographique de raconter, et c'est là que le film devient quelque chose de différent que le roman, puisque la voix off, et la question se pose, puisque la voix off de Victor, elle est directement tirée du roman de Bret Easton Ellis, là où le film est différent, c'est que le film, c'est un ensemble d'images, c'est du montage, et là on a quelque sorte une sorte de chaos d'images, une sorte de vision fantasmée de l'Europe, fantasmée à travers une sorte de brouillard narcotique, mais surtout reconstruite à travers les exigences du souvenir. Ça c'est une chose très intéressante parce que ce qui nous a été présenté, cette séquence, on retrouve Victor quelques temps plus tard quand il est revenu aux États-Unis et qu'il retrouve ses camarades. Cette séquence est un flashback. Et le flashback, c'est souvent associé au souvenir d'un personnage. Or au cinéma, la plupart du temps, la plupart des flashbacks sont des flashbacks dans lesquels la mise en scène et le montage sont identiques au reste du film. On nous fait juste comprendre que c'est un personnage qui raconte son souvenir ou qui se rappelle de quelque chose. On a parfois un fondu enchaîné qui nous dit attention flashback et on revient dans le passé avec lui. Mais à partir du moment où on est dans le passé, la caméra va être placée aux mêmes endroits pour tourner les scènes que dans le reste du film, dans l'action au présent. On va avoir le même type de découpage, on va avoir le même type de montage.
Or ici, ce qu'a fait Roger Avary, c'est que pour s'accorder aux exigences du souvenir des images mentales telles qu'elles arrivent dans l'esprit de son narrateur second, qui est le personnage de Victor, eh bien, il a pris le parti de ne composer que des images très brèves, très courtes, qui s'entrechoquent sans cesse les unes aux autres. Et en fait, quand on essaie de se poser la question comment est-ce que je me souviens d'un événement de ma vie, ou d'un moment de ma vie, d'un épisode de ma vie, la fête d'hier soir, le cours de la semaine dernière, l'été il y a 5 ans dans tel endroit avec mes amis, etc. Eh bien, en fait, la manière dont les images que nous avons de ces événements de notre passé arrivent dans notre cerveau, ça ressemble beaucoup à la manière dont Roger Avary monte ici les images du trip en Europe de Victor. Et c'est plutôt le cinéma courant, le cinéma de grande consommation qui lisse ces choses-là et qui nous permet de suivre ces histoires racontées par des narrateurs seconds sous la forme de souvenirs, de les suivre de façon confortable. Mais parfois, donc, le cinéma essaie de s'accorder à la façon dont les images mentales, les images souvenirs surgissent dans notre esprit. Et c'est ce qui fait ici le prix de cette séquence. C'est ce qui en fait aussi sa difficulté, la difficulté qu'il y a à tout percevoir parce que eh bien, ces images-là sont nouvelles pour nous, elles n'ont pas été vécues par nous, contrairement aux personnages qui se les remémorent. Donc dans cette séquence, il n'y a pas seulement une sélection, je dirais, orale, verbale, qui correspondrait à ce que le roman produit des événements vécus par Victor pendant l'été, il y a également une façon spécifiquement cinématographique de les présenter comme un chaos d'images souvenirs qui dérive d'ailleurs parfois vers quelque chose qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une sorte de délire à partir du moment notamment où on a des personnages qui vont apparaître avec un masque blanc, chose totalement inexpliquée dans le film. Voilà donc un bon exemple pour déjà aborder cette distinction entre histoire et récit et voir comment le cinéma produit des récits qui correspondent à des choix, à une manipulation, à une organisation particulière des histoires qu'il souhaite raconter. Ça, c'est. Alors, peut-être cet extrait-là nous permet davantage de nous en rendre compte dans le temps, mais il y a aussi des choix importants qui sont faits au niveau de l'espace, notamment au cinéma. Je vous en ai parlé, notamment avec la question des variations de point de vue. Une même scène, un même ensemble d'événements, une même histoire peut être tournée de différents points de vue. Selon l'endroit où on met la caméra, eh bien, peut-être que finalement on change un petit peu le sens de l'histoire, on change le sens de ce qui est filmé, on raconte finalement des choses différentes. C'est la question à laquelle je vous invite à réfléchir à travers un autre extrait qui est un extrait que j'ai oublié de noter, je le fais donc tout de suite, pardonnez-moi, d'un film de Mike Nichols qui s'appelle Le Lauréat et qui date de 1967, film avec Dustin Hoffman. C'est un film qui est souvent présenté, assez à juste titre d'ailleurs, comme un des films qui a inauguré un cycle qu'on a appelé le cycle du Nouvel Hollywood, c'est-à-dire un nouveau cinéma qui arrive à la fin des années 60, largement influencé, infusé par la contre-culture et par l'intégration de l'esprit du rock, de la jeunesse, etc. Donc c'est un cinéma qui va donner aussi par la suite les carrières de réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, etc. Mais bon, tout ça c'est une histoire que vous connaissez sans doute déjà. Le lauréat, ça raconte l'histoire donc d'un jeune homme qui est incarné par Dustin Hoffman, qui est un étudiant lui aussi. Il est allé pendant un semestre étudier dans une grande université dans l'Est des États-Unis et il va rentrer chez lui pour les vacances de Noël en Californie.
Et là, il va retrouver sa famille. Et c'est un personnage qui, sans être un révolutionnaire, loin de là, exprime de façon assez pénétrante un véritable décalage par rapport à son milieu extrêmement bourgeois. Voilà, c'est la bourgeoisie blanche californienne de ces années-là. Et les valeurs exprimées par ce milieu, l'énergie exprimée par ce milieu, et bien ce personnage-là, joué par Dustin Hoffman, semble en quelque sorte un petit peu perdu à l'intérieur de cet univers. Alors voilà une scène qui le montre bien à travers un choix de point de vue qui est particulièrement radical, vous allez le voir, un choix très, très massif, mais du coup il est bien pour ce cours parce qu'il permet d'illustrer très facilement ce qu'une variation de point de vue produit en termes de l'histoire que l'on raconte, en termes du récit que l'on est en train de présenter aux spectateurs. Donc voici cet extrait qui démarre en fait à partir du moment où les parents de ce personnage joué par Dustin Hoffman ont décidé de lui offrir pour son anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus, je crois que c'est l'anniversaire, une combinaison de plongée et de lui faire ce cadeau au moment où ils ont réuni leurs amis autour de la piscine de leur belle propriété. I bet you're quite a ladies' man. Letty. Thank you for taking. Hey, over there. And gentlemen, your attention, please, for this afternoon's feature attraction. Hey, over Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu réglé l'extrait, il commence ici. there. Yes, I mean you. Your attention, please. Are you ready in there? Feature attraction. Could I speak to you for a second there? Listen, now I'm going to ask for a big round of applause to bring this boy out here, all right? Now, wait a minute. Oh, let me amend that. To bring this young man out here, because today he is 21 years old. Oh, now, just hang on a minute. I've got a few words to say. You always do. Oh, who's talking? Dad, can we just talk about this for a second? I can't hold him much longer, Ben. You better get out here. I'd like to discuss this. This young man, is soon to continue his education as a Frank Halbingham Award Scholar. But before he does, I'm disappointing them, Ben. You're disappointing them. Dad, can you listen? I'll give you 10 seconds. He is going to give us a practical demonstration of what I feel safe in saying is a pretty exciting birthday present. And it better work, or I'm out over $200. Okay then, let's hear it now for Benjamin Braddock! Yay! Come on, Benji! Come on, Benji! Let's hear it now! Attaboy! Well, folks, this remarkable young man is going to perform for you some spectacular and amazing feats of daring in water that is over 6 feet deep.
Donc voilà, la séquence présentée ici, elle est extrêmement intéressante aussi au niveau sonore à analyser. Ici, il passe des choses, comme vous avez pu l'entendre, particulièrement fortes et marquées, hein. Je passe sur cet aspect-là, puisque je reprends aussi cette séquence dans le cours cinéma et formes sonores que je donne en L3. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout les variations de point de vue, et c'est la façon dont le réalisateur utilise la caméra subjective, procédé de la caméra subjective, pour toute la seconde partie de sa séquence, où d'un seul coup il nous place dans ce qu'on pourrait appeler une focalisation. En cinéma, on dira plutôt une ocularisation et une auricularisation, mais on verra pour ces notions plus tard. On peut simplifier en disant qu'on focalise avec Ben au point d'adopter son regard littéralement. Il est très fréquent que le cinéma nous propose d'adopter le point de vue d'un personnage, mais quand on dit le point de vue, la plupart du temps, c'est une figure de style. On n'est pas toujours la caméra n'est pas toujours à la place des yeux de ce personnage. Il y a très peu de films qui sont basés sur la caméra subjective, au sens strict. On a des raccords de regard la plupart du temps, on entre dans l'univers mental et moral d'un personnage. Mais c'est très rare que tout soit filmé depuis son point de vue au sens strict, au sens de l'endroit où se trouvent ses yeux. Or ici, c'est ce que fait cette séquence pendant un moment assez long. Donc c'est un choix de mise en scène très marqué. Et qu'est-ce que produit ce choix? Je crois quelque chose qu'on a tous très vite senti, c'est-à-dire que ça abstrait totalement tous les autres convives de la fête, les parents aussi de Benjamin Braddock, joué par Dustin Hoffman. Tout le monde passe derrière une sorte de vitre, comme s'il s'agissait de poissons un peu grotesques qui s'ébattent dans un aquarium. On est à la fois avec le point de vue au sens strict et le point d'écoute du personnage, de sorte qu'on ne les entend pas. Donc on est finalement dans une espèce, avec le personnage, dans une espèce de cocon sensoriel qui fait que tout ce qui est représenté en dehors de ce cocon paraît très distant et très grotesque. Donc on est face à un choix de mise en scène qui est aussi un choix de récit, qui nous raconte une histoire particulière, celle du décalage éprouvé par ce personnage vis-à-vis de sa famille et de son entourage. Et cette histoire particulière, motivée par ce choix de récit qu'est la caméra subjective, c'est vraiment une histoire racontée avec les moyens expressifs du cinéma. On pourrait imaginer d'autres moyens d'exprimer la même chose, mais aucun ne serait aussi radical et aucun ne serait aussi pleinement intégré à ce que le cinéma peut proposer, c'est-à-dire l'emprisonnement en quelque sorte des spectateurs dans un point de vue particulier qu'ils ne peuvent quitter, et qui donne donc à l'ensemble de la séquence, à l'ensemble de la scène, à l'ensemble des événements liés entre eux par des liens logiques qui constituent l'histoire ici, une coloration particulière, une compréhension particulière, une orientation particulière. C'est un choix de récit qui est aussi un choix moral et à portée significative, puisqu'il exprime quelque chose de très fort, donc encore une fois sur le décalage qui existe entre ce jeune homme et son univers. Donc voilà, quelques exemples, les lois de l'attraction et le lauréat, pour déjà poser un petit peu les choses sur la distinction entre histoire et récit, et pour introduire déjà des éléments de réflexion sur la façon particulière dont le cinéma raconte des histoires. Alors, je reviens un tout petit peu sur le constat que j'avais fait tout à l'heure, l'idée que nous sommes entourés par des histoires dans notre vie quotidienne, pas seulement au cinéma. Ça, c'est un constat qui me semble important d'approfondir un petit peu. J'ai cité plusieurs éléments qui permettent effectivement de se rendre compte que les histoires nous entourent de partout, hein, notamment la question des productions médiatiques. Et je voudrais juste revenir un petit peu un instant là-dessus, sur l'idée que même des productions comme des reportages de journaux télévisés qui sont censés non pas raconter une histoire, mais témoigner de la réalité,
en fait, racontent des histoires. Pourquoi ? Parce que la réalité, une fois qu'elle est passée, elle est insaisissable. Il faudrait voyager dans le temps et revenir à l'ensemble d'événements au moment où il s'est produit pour pouvoir véritablement saisir de façon sans biais, sans filtre, de façon fidèle ce qui s'est passé. Or, comme c'est impossible, et c'est d'ailleurs une des grandes tragédies de l'existence humaine, de ne pouvoir revenir sur les événements du passé, on est forcé de raconter des histoires qui sont censées en témoigner. Or, on reste quand même dans le domaine des histoires. Ce n'est pas parce qu'on parle de faits réels, qui se sont réellement produits, qu'on est dans autre chose que du récit. Un reportage de journal télévisé, c'est un ensemble de choix qui ont été faits, c'est une sélection de certains événements significatifs dans le matériau de base qui est l'ensemble d'événements généraux qui s'est passé lors d'une journée, par exemple. À l'intérieur de cet ensemble d'événements, on en a choisi certains. On choisit de les présenter depuis un certain point de vue, qui est le point de vue du journaliste reporter d'image avec sa caméra. Et puis on choisit aussi de leur donner un certain sens en les accompagnant avec une voix off par exemple, et peut-être que tout ça peut être fait avec l'idée de coller le plus possible à la réalité, mais ceci est un objectif absolument inatteignable et c'est très important je crois aussi, non seulement pour étudier le cinéma et l'audiovisuel, mais également pour être un citoyen éclairé, de toujours se dire que toutes les productions médiatiques qui visent à témoigner fidèlement de la réalité sont en fait des histoires qui sont produites par des choix de récits qui ont été faits par des personnes parfois très bien intentionnées, parfois moins, mais en tout cas, dans tous les cas, l'accès à la réalité des événements passés est filtré par des choix qui ont été faits pour nous. Et c'est très important, je crois, de toujours avoir ça à l'esprit. Si on prend l'exemple d'un événement, d'un ensemble d'événements qui serait une manifestation qui s'est terminée de façon violente, avec des affrontements entre les manifestants et les policiers. Pour reprendre un exemple qui est très très loin de notre pays, la France, bien entendu. Si vous prenez le récit de ces affrontements dans un journal de droite, ou le récit de ces affrontements dans un journal de gauche, vous allez probablement, à partir du même matériau, à partir de la même réalité passée, lire deux histoires différentes. Même chose si on passe par l'audiovisuel et si on le raconte sous la forme d'un reportage. Donc ça, c'est intéressant de se dire ça, que le même ensemble d'événements peut donner lieu à deux histoires, ou à même une infinité en fait, d'histoires différentes. Ce ne sont pas juste des interprétations différentes de la même histoire, ce sont carrément des histoires différentes. Ou par exemple, les deux journaux, celui de droite et de gauche, ne seront pas d'accord sur qu'est-ce qui a déclenché les affrontements. Le journal de droite voudra mettre ça sur le dos des manifestants et de leur attitude violente. Le journal de gauche voudra mettre ça sur le dos des policiers et de leur provocation ou de leur autoritarisme. Donc c'est important voilà, de désigner ces choses-là comme des histoires parce que ça permet sans doute de mieux les appréhender. Une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, et là aussi ça rejoint l'actualité pas toujours la plus heureuse, bien entendu, hein, c'est que un grand ensemble d'histoires qui a beaucoup d'importance, on peut parfois regretter qu'il en ait trop dans la vie des sociétés modernes, ce sont les religions. De tout temps, les êtres humains ont eu des religions. Les religions sont passées, certaines ont disparu, d'autres sont apparues. Aujourd'hui, on en a pas mal qui sont en concurrence. On a les trois monothéismes, on a des religions encore un petit peu différentes de ça, dans certains endroits de la planète. Bon, voilà. Pourquoi les religions, en fait ? À quoi servent-elles ? À quel besoin humain répondent-elles ? Eh bien, elles répondent au besoin de donner un sens au monde. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps quand on produit des histoires, quand on raconte des histoires, quand on produit des récits. On cherche à donner un sens au monde, on cherche à organiser le monde. L'être humain
et à une condition très singulière, puisque c'est un animal doué d'intelligence, qui a donc la conscience de lui-même, la conscience de son existence, la conscience de sa naissance et de sa mort, et qui n'a pas de mode d'emploi bien plus perfectionné que ça pour appréhender ces différentes questions. Pourquoi la vie? À quoi sert-elle? A-t-elle un sens? Y a-t-il quelque chose après la mort? Autant de grandes questions qui, depuis que l'être humain est ce qu'il est, c'est-à-dire un animal pensant et parlant, l'ont motivé à produire des histoires auxquelles parfois on accorde un certain degré de réalité, des histoires qui visent à expliquer ces choses-là. À expliquer par exemple la création du monde. Toutes les religions, je crois, globalement, ont l'idée d'un début. Un jour, un dieu s'est réveillé et s'est dit, tiens, je vais créer le monde. Et cette obsession du début, elle révèle en fait que nous ne pouvons comprendre le monde que si on nous le raconte comme une histoire. Une histoire aussi doit avoir un début. Il était une fois, le conte de notre jeunesse. S'il y a un début, il y a aussi une fin. La fin, c'est la mort, mais est-ce que la mort ouvre sur autre chose, une vie après la mort? Quasiment toutes les religions ont promis à leurs fidèles une vie après la mort, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus rassurant. L'idée que l'histoire que l'on vit, l'histoire que l'on porte nous-mêmes en tant qu'être humain, ne va pas s'arrêter une fois que notre corps n'existera plus. On est là sur une façon de donner sens au monde à travers l'opération narrative, à travers le récit d'une histoire. Et toutes les religions, en fait, correspondent à ce schéma-là, qui est le schéma, en fait, des mythes et des mythologies. Et les mythes, de façon générale, je ne vais pas trop me lancer là-dedans aujourd'hui. Je vous renvoie notamment aux fameuses mythologies de Roland Barthes, un petit livre absolument génial à ce niveau-là, qui parle des mythologies modernes et non pas des mythologies religieuses ou antiques. Je vous note le titre de ce livre, mais vous le retrouverez dans la bibliographie que je vais vous transmettre avec ce cours. Bref, le but de toutes ces mythologies, le but des religions, c'est d'apporter un sens au monde à travers du narratif. Et ça nous permet de dire une chose, c'est que, donc, comme je l'ai déjà un petit peu suggéré, produire un récit, c'est non seulement sélectionner des événements, les organiser dans le temps, choisir dans l'espace un point de vue particulier, une focalisation pour raconter quelque chose d'une certaine façon, mais c'est aussi donc choisir un début et une fin. Et ça paraît évident comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a après le « Ils vécurent heureux et eurent de beaux enfants » de nos contes de fées? Les contes de fées qu'on nous raconte enfants, et ça se termine donc très souvent par cette phrase, ils vécurent heureux et eurent de beaux enfants, c'est-à-dire après en gros le mariage du prince et de la princesse, je caricature un peu, après qu'ils aient vécu beaucoup d'aventures, que l'un ait sauvé l'autre, etc., des griffes du dragon ou je ne sais quoi. Ils vécurent heureux et eurent de beaux enfants, point final. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé après, les 50 années suivantes de leur vie, à ces personnages-là, n'ont plus d'intérêt pour l'histoire. Ou en tout cas, on suggère que tout s'est passé de manière comme un long fleuve tranquille. En général, on peut questionner ça, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi clore l'histoire à ce moment-là? Ce que je cherche à dire, c'est pas qu'il faille raconter absolument l'histoire des héros de contes de fées jusqu'à leur mort, mais c'est de dire, si encore on pense que la mort est la vraie fin, parce que si jamais il y a une vie après la mort, il faudrait continuer encore. Non, mais c'est de dire que la fin d'un récit, enfin la fin d'une histoire, est quelque chose d'arbitraire, comme l'est le début. Le début d'une histoire, c'est l'ouverture d'un monde fictionnel dans lequel s'ébattent des personnages. Pourquoi l'ouvrir à ce moment-là et pas à un autre moment? Là aussi, c'est un choix, c'est un arbitraire. Alors par exemple, le voleur de bicyclette, je fais référence ici à la séquence qu'on a analysée, puisqu'on a analysé des débuts de films dans les 2 premières séances en présentiel. Le voleur de bicyclette s'ouvre un jour où le demandeur d'emploi Richie est assis par terre dans le sable du trottoir, et puis d'un seul coup, au bureau pour l'emploi, on l'appelle.
Pourquoi pas? Mais à la limite, on aurait pu commencer l'histoire de Ricci bien avant. On aurait pu commencer l'histoire de Ricci à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en Italie, au moment où il perd peut-être l'emploi qu'il avait et où il traverse donc 2 années de misère avec sa famille. Peut-être qu'il y avait des choses très intéressantes à raconter dans le destin de Ricci, mais en fait tout ça n'existe pas parce que l'histoire commence ce jour-là de 1947 où on appelle Ricci au bureau pour l'emploi. Alors vous pourriez me rétorquer qu'il y aurait une façon peut-être un peu plus logique de commencer une histoire si on voulait s'accorder sur un début qui pourrait mettre un peu d'accord tout le monde pour raconter l'histoire d'un personnage. Ça pourrait être le choix que fait King Vidor dans La Foule. King Vidor et les concepteurs de ce film. C'est-à-dire de commencer l'histoire à la naissance du personnage. Après tout, le moment où quelqu'un arrive au monde, ça peut être vraiment le début d'une histoire, a priori. Pourquoi pas? Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, et c'est là aussi que que l'extrait qu'on a analysé de La Foule est intéressant à analyser, c'est que l'histoire de John Sims, en fait, elle démarre pas vraiment le jour de sa naissance. On a vu l'influence qu'avait le désir de réussite sociale que son père projette sur lui, sur l'enfant, dès sa naissance, dès le moment où il sort du ventre de sa mère. Or, d'où vient cette obsession de réussite sociale du père? Pour raconter cette histoire, il faudrait raconter l'histoire du père. Il faudrait raconter ce qu'il a vécu dans sa vie pour être à ce point obsédé par la réussite sociale qu'il a décidé de véritablement phagocyter l'esprit de son fils avec. Autrement dit, il y a en fait beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, et c'est la même chose pour nous que pour des spectateurs de cinéma, qui ont démarré en fait bien avant notre naissance. Dans nos vies, par exemple, si vous naissez dans une famille riche ou dans une famille pauvre, dans une famille cultivée ou dans une famille où la culture n'a pas de place, dans une famille avec énormément de problèmes ou dans une famille avec moins de problèmes, bon, je caricature un petit peu, mais vous voyez l'idée. En fait, votre destin, il est déjà en grande partie déterminé par des choses qui ont eu lieu avant votre naissance. Sans forcément aller, on pourrait aussi aller vers d'autres théories que d'aucuns pourraient juger un petit peu farfelues, hein, comme l'idée que la vie ne commence pas quand on sort du ventre de la mère, mais qu'il y a déjà une vie fétale à l'intérieur du corps, à l'intérieur du ventre. On pourrait aussi parler de ce qu'on appelle la psychogénéalogie, qui consiste à dire que nous vivrions avec, en ayant inscrit dans nos gènes certains des grands drames, certains des grands événements de la vie de nos ancêtres. Quel que soit le crédit que l'on porte à ces théories, qui ne sont pas hyper vérifiables, dans tous les cas, on se rend compte aussi que le début d'une histoire est un acte arbitraire. Et pour finir à ce sujet, je voudrais également vous parler de 2 autres types d'histoires qui sont également des histoires fabriquées, organisées, manipulées, hein, ce qui n'est pas mal en soi, hein, puisque de toute façon on n'a pas le choix, on n'a jamais accès à la réalité des événements. C'est des histoires avec un grand H. Par exemple, l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de France, par exemple. Restons dans le domaine de la France, pas par chauvinisme, mais juste pour simplifier les choses. L'histoire de France nous est présentée dans nos livres d'histoire comme un récit, avec la sélection de certains événements, avec des liens logiques effectués entre eux, avec des ellipses immenses, avec des choses qui ont été intégrées, d'autres qui ne l'ont pas été, avec certains points de vue adoptés, d'autres qui ne l'ont pas été, etc., etc. Et on voit bien d'ailleurs que l'histoire de France, par exemple, l'histoire au sens historique ou historienne, est un enjeu de débat permanent. Aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle conscience des inégalités hommes-femmes que nous possédons, il y a beaucoup de revendications pour raconter l'histoire des siècles précédents de notre pays en mettant davantage en avant l'influence et l'importance qu'ont eu certaines figures de femmes dont on pense qu'elles ont été plutôt mises sous l'éteignoir par les historiens du passé qui se sont concentrés sur des figures masculines. À un certain moment, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, présidence bien de droite, hein, on s'est posé la question de la façon dont était présentée la colonisation
dans les manuels d'histoire et qu'on présentait aux collégiens et aux lycéens, et certaines personnalités politiques de droite voulaient qu'on insiste davantage sur les aspects positifs de la colonisation, regrettant que la colonisation soit présentée comme quelque chose de, selon eux, beaucoup trop négatif, sous un angle beaucoup trop critique. Donc l'histoire, en fait, elle n'est jamais figée, elle n'est jamais racontée une fois pour toutes. En permanence, on produit des récits qui organisent le matériau de cette histoire historienne qui est celle du passé de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est enfin la même chose pour l'histoire du cinéma, qui est aussi une histoire avec un grand H. On pourrait reprendre tout ce qu'on a dit. Par exemple, des luttes aujourd'hui pour faire davantage émerger l'influence qu'ont eu certaines figures de femmes dans le cinéma des premiers temps, qui ont été pendant un temps apparemment invisibilisées, comme par exemple Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire, qui a réalisé des films dès la fin du 19e siècle, et à laquelle on réattribue aujourd'hui des films qui étaient un petit peu passés dans l'oubli dans une entreprise visant à rehausser son importance dans le cinéma des premiers temps. Ça montre bien que cette histoire n'est pas figée. Elle n'est pas figée une fois pour toutes. Ici en France, on va plutôt apprendre aux étudiants, si on fait un cours d'histoire du cinéma un peu simple, que le cinéma est né le 28 décembre 1895 avec l'invention des Frères Lumière et notamment la première projection publique payante de films dans le salon indien à Paris. Ça c'est l'histoire du cinéma qu'on apprendra en France, mais aux États-Unis, une histoire du cinéma tout aussi simple dira que l'invention du cinéma c'est Thomas Edison et c'est le kinétoscope datant de quelques années auparavant. Et tout dépend de ce qu'on appelle cinéma en fait. Dans un sens, on appelle cinéma, si c'est les Frères Lumière, c'est la première projection publique payante de films. Dans l'autre, si on parle du kinétoscope, c'est l'idée d'avoir réalisé une succession d'images mouvantes basées sur des photographies défilant les unes après les autres et pouvant être restituées de façon à reconstituer l'apparence réelle du mouvement qu'on a dans la vraie vie. Voilà, je simplifie un petit peu. Sauf que le kinétoscope, c'était juste pour une personne qui se penchait sur l'œilleton d'une machine. Donc ce n'est pas un spectacle collectif. Mais bon, on n'a pas raison d'un côté de l'Atlantique ou tort de l'autre. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle cinéma. Et en fonction de la définition qu'on lui donne, le début de l'histoire du cinéma sera différent. Et c'est là on revient bien à la question des débuts, et la question de l'arbitraire du début. Et d'autres cherchent. Et quand on est un petit peu plus perfectionné en termes d'histoire du cinéma et qu'on veut présenter les choses de manière un petit peu plus complexe, on pourra revenir à cette idée qu'il n'y a jamais vraiment de début. Que globalement, le début de l'histoire du cinéma, Edison et son kinétoscope, les Frères Lumière et leur cinématographe, tout ça, ça vient d'appareils, de jouets optiques, de dispositifs scientifiques, comme la chronophotographie d'Étienne Jules Maré, par exemple, ou comme le phénakistiscope, qui était un jouet optique du 19e siècle, qui reproduisait le mouvement à travers des vues animées, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de début à l'histoire du cinéma, il y a juste un ensemble d'événements, d'objets, de dispositifs techniques qui progressent de plus en plus, l'un prenant appui sur les acquis de l'autre, etc., jusqu'à donner un jour quelque chose qu'on finit par appeler cinéma. Mais l'arbitraire du début, alors je voudrais quand même vous en parler un petit coup, c'est quelque chose l'arbitraire du début d'une histoire, c'est quelque chose qui a été particulièrement bien illustré par ces deux grands romans de littérature qui sont Vie et opinion de Tristram Shandy Gentleman et Les enfants de minuit de Salman Rushdie. Alors Tristram Shandy Gentleman, ça date du XVIIIe siècle et Les enfants de minuit du XXe, mais dans les deux cas, ces deux auteurs ont choisi de raconter l'histoire d'un personnage en passant quasiment tout le temps du roman à raconter ce qui s'est passé avant sa naissance, à raconter l'histoire de ses ancêtres, de ses grands-parents, de ses parents et de tout ce qui a
tout ce qui s'est agité dans le monde pour donner à un moment donné un être vivant qui est celui qui est censé être le personnage principal du roman, mais dont en fait on ne parle jamais directement, ou en fait on parle de lui et de ce qu'il va être à travers tout ce qui a précédé sa naissance. Donc voilà, quelques éléments de réflexion. Le fait de parler de Salman Rushdie, qui a été longtemps menacé de mort parce qu'il avait produit un roman qui s'appelle Les Versets sataniques et qui avait déplu à certains extrémistes religieux dans les années 1980, enfin la fin du XXe siècle, me permet aussi de terminer cette vidéo en rendant un hommage à l'enseignant Samuel Paty, qui a été, comme vous le savez, la victime d'un acte odieux qui nous interroge tous évidemment sur la question de la liberté d'expression, et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans lui rendre un petit hommage et vous demander de penser à lui. Merci. C'est la fin de cette première vidéo de la séance 3. Je vous retrouve dans quelques temps pour la seconde vidéo, toujours associée à cette séance 3.